Bien, je vous remercie d'être venus nombreux. Alors, comme je l'avais indiqué la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, donc à partir d'aujourd'hui, nous allons redescendre un peu le fil du temps, passer du XVIIe, XVIIIe siècle progressivement jusqu'à l'époque contemporaine, et donc commencer aujourd'hui par parler des rapports entre les Français et les Indiens d'Amérique du Nord au temps de la colonisation, au XVIIe, XVIIIe siècle. Vaste sujet, passionnant. Alors, pour nous parler des rapports franco-indiens, nous avons le plaisir d'avoir Gilles Havard. Gilles Havard est chargé de recherche au CNRS. Il est auteur d'une thèse sur les relations entre Européens et Amérindiens, principalement dans la région des Grands Lacs, à l'époque de Louis XIV, c'est-à-dire à la haute époque, au siècle qui a précédé les guerres franco-anglaises du XVIIIe. Il est le co-auteur, par ailleurs, avec Cécile Vidal, d'une histoire de l'Amérique française, qui est un ouvrage assez unique en son genre. Ce n'est pas une histoire du Canada, c'est une histoire dans sa globalité de l'Amérique française, telle qu'elle a existé à un moment, telle qu'elle aurait pu exister sans doute plus longtemps, bon, si les choses avaient été différentes. C'est un ouvrage particulièrement intéressant pour notre sujet. Enfin, il prépare une histoire de ces personnages très curieux qui ont contribué à porter, disons, partiellement, en partie, la civilisation européenne au fin fond de l'Amérique, ce qu'on appelle les coureurs de bois. Les coureurs de bois, donc, au Canada et en Amérique. Mais ça, c'est un ouvrage qui est en préparation. Alors, je ne vais pas empiéter plus longtemps sur son temps de parole. Je vais donc lui laisser le soin de vous présenter le sujet dont nous avons défini le libellé aujourd'hui. Donc, les Français et Indiens en Amérique du Nord. Gilles Havard, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Merci de m'accueillir ici pour cette conférence, qui est un lieu un petit peu particulier pour moi, comme un retour aux sources, puisque c'est là que j'ai fait jadis mes études d'histoire, notamment sous la houlette de André l'Espagnol, que je salue, je ne sais pas s'il est ici ce soir, qui avait parrainé à l'époque mon mémoire de maîtrise que j'avais réalisé à Québec, à l'Université Laval. Québec, donc, qui, comme vous le savez, fête son 400e anniversaire cette année, hein, ce qui provoque d'ailleurs au Québec une grande zizanie là-bas sur le sens de la commémoration. Hein. Certains veulent fêter plutôt la fondation de la ville, d'autres plutôt celle de la province de Québec, d'autres plutôt l'État fédéral du Canada. Donc, ils ne se sont pas vraiment mis d'accord en fait, au cours de cette année 2008. Mais quoi qu'il en soit, historiquement, 1608, ce fut une fondation française en pays amérindien. D'ailleurs, les traditions orales amérindiennes se font l'écho de cette arrivée des Français au cours du XVIe et au début du XVIIe siècle. Par exemple, celle des Indiens Inuits, que les Français de l'époque appelaient les montagnais, et qui appelait l'endroit où Samuel de Champlain va fonder une habitation, Québec, appelait cet endroit Wepishti-Ku-Eo, qui signifie dans leur langue détroit. Et selon la mémoire toujours vivante de ces Indiens Inuits, qui ont pu être interrogés par des ethnologues au cours des 30 dernières années, ce lieu était situé à l'extrémité occidentale de leur territoire. C'était un lieu de chasse, de pêche, hein, et lieu également où ces Indiens allaient récupérer l'écorce de gros bouleaux pour faire leurs canots. Et ces Inuits se rappellent donc de l'arrivée des Français, qu'ils appellent dans leur tradition orale les chercheurs de terre, Mishtikuswat, je vous rassure, je ne parle pas cette langue, où ils étaient également appelés hommes dans un bateau de bois, Wimishti Gushiu. Hein, d'ailleurs, ces navires qui étaient comparés par ces Amérindiens à de grands goélands ou le plus souvent à des îles flottantes.
Et ces individus qui arrivaient avec leur chapeau, leur barbe, leur langue inconnue et leur liquide rouge qu'ils buvaient et qu'ils assimilaient à du sang, alors qu'il s'agissait évidemment de vin. Donc tout cela a beaucoup intrigué les Amérindiens lorsqu'ils ont vu arriver ces Français. Et Champlain, s'il peut s'établir à Québec en 1608, en réalité c'est parce que 5 ans auparavant, lors d'une expédition de traite qui s'est déroulée à Tadoussac, qui se situe ici, à l'embouchure du Saguenay sur le Saint-Laurent. La main ne reste pas, mais bon, vous avez vu. Donc Champlain, qui était en fait à l'époque l'adjoint d'un malouin qui s'appelait Pont-Gravé, et à l'occasion donc de cette expédition, une alliance avait été fondée entre donc les Français et les Inuits ou montagnais dont je vous parlais précédemment. Et lorsque Champlain arrive en 1608 donc sur le site de Québec, les Amérindiens qui vivaient là à l'époque où Jacques Cartier avait visité la région dans les années 1534, 1535, 1541, avaient disparu. C'est des Indiens qu'on appelle les Iroquoiens du Saint-Laurent, avaient disparu pour des raisons diverses, mais qui restent en partie mystérieuses, des guerres, des épidémies, etc. De sorte que le lieu qui s'appelait Stadacone, Grande Falaise, puisque sur le site de Québec, pour ceux qui connaissent, il y a un grand promontoire, le promontoire du Cap Diamant. Et donc, dans la langue iroquoienne, ça s'appelait Stadacone, la Grande Falaise. Donc, ces Amérindiens ont disparu lorsque Champlain arrive. Pour autant, ce n'est pas un espace vide, puisqu'il y a donc ces Inuits montagnais et des Algonquins qui, sur le site même où Champlain va fonder Québec, viennent, l'été en particulier, profiter des ressources du territoire. Alors, le terme Québec lui-même est amérindien. Canada également, comme vous le savez peut-être, signifie village dans la langue utilisée par les interprètes qu'avaient kidnappé Jacques Cartier lors de ses voyages au XVIe siècle. Québec donc, ne vient pas, comme l'explique un chroniqueur français de la fin du XVIIe siècle, de l'expression « à quel bec » en voyant le promontoire donc, du Cap Diamant que j'évoquais précédemment. En réalité, donc, Québec vient d'un mot de la langue Micmac. Micmac est un autre groupe de la région de l'Acadie, composé de Keb, qui veut dire boucher ou obstruer, et de Ek, qui signifie l'endroit, et donc qui signifie l'endroit où la rivière se rétrécit, puisque donc ce site particulier de Québec constitue un détroit. Alors, quand on visite aujourd'hui encore Québec, surtout quand on survole Québec en avion, on s'aperçoit en effet de la qualité extraordinaire de ce site et de la situation particulière de cette ville, de ce site. Et quand le gouverneur Frontenac, en 1672, arrive donc comme gouverneur au Canada, il écrit au roi, Louis XIV, je cite, « Rien ne m'a paru si beau et si magnifique que la situation de la ville de Québec, qui ne pourrait pas être mieux postée quand elle devrait devenir un jour la capitale d'un grand empire. » Fin de citation. Alors, comme vous le voyez sur la carte, un vaste empire, en effet, va s'établir, en tout cas, il va y avoir une expansion continentale au sens d'une extension de l'influence française, dont d'ailleurs Frontenac sera l'un des acteurs à travers ses propres intérêts dans la traite des fourrures. Donc, vaste empire, certes, mais en même temps très lâche, Et donc, de fait, le terme d'empire est un petit peu délicat. On ne peut pas parler d'un empire au sens où tout cet espace serait effectivement soumis à la souveraineté française et où les différents peuples qui habitaient cet espace seraient assujettis. Mais on peut parler d'un empire au sens d'un espace qui est en tout cas soumis à une entreprise de domination coloniale, qui dispose d'une infrastructure impériale qui, bien que superficielle, permet d'acheminer des hommes, des marchandises, des informations stratégiques d'un bout à l'autre de cette Amérique française continentale, c'est-à-dire de Québec, dans le golfe du Saint-Laurent, dans l'estuaire du Saint-Laurent, jusque la Nouvelle-Orléans, que vous pouvez situer donc dans le delta du Mississippi. Donc, en fait, cette influence française n'existe qu'autant qu'elle s'appuie sur les alliances amérindiennes. C'est par l'entremise des autochtones, des Indiens, des Amérindiens, que les Français vont pouvoir affirmer leur souveraineté sur ce territoire face à leurs concurrents en Amérique du Nord,
que sont principalement les Britanniques qui sont confinés dans les 13 colonies sur le littoral atlantique. Partout où les Français vont établir des postes dans l'intérieur du continent, par exemple dans les Grands Lacs, vous pouvez localiser Michilimackinac dans le nord des Grands Lacs, ou Détroit, la fameuse qui viendra la ville que vous connaissez, qui a été fondée par un Gascon qui s'appelait Cadillac, au nom prédestiné, puisque Détroit est devenue la capitale de l'automobile. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de ce rapport entre les Français et les Amérindiens, et de façon forcément rapide, parce que le sujet est vaste, de façon peut-être un peu décousue également. Je vais d'abord évoquer les différentes caractéristiques de cette Amérique française, qui en réalité devrait plutôt être appelée Amérique franco-indienne, Histoire d'Amérique française, le titre du livre dont on vous parlait tout de suite. En fait, on aurait dû plutôt l'appeler Histoire d'Amérique franco-indienne. Ensuite, j'essaierai de montrer en quoi l'histoire de ces relations entre Français et Amérindiens est à la fois utile et intéressante, en prenant l'exemple de quelques vignettes historiques et en proposant quelques pistes pour faire cette histoire de façon, à mon avis, intéressante, tout en faisant également, puisque c'est le centenaire de Lévi-Strauss également, en plus des 400 ans de Québec, tout en faisant quelques clins d'œil à l'anthropologie de Claude Lévi-Strauss. Et puis, dans un troisième temps, je m'interrogerai sur la spécificité des relations franco-amérindiennes, par opposition ou contraste avec le mode de colonisation britannique en particulier. Et je m'appesantirai sur la question des mariages mixtes, en la replaçant à la fois dans la politique d'assimilation des Français au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle dans le cadre de la progressive racialisation des autochtones américains. Donc, comme vous le constatez sur la carte, le modèle colonial français se caractérise... Bon, il y a quatre caractéristiques que je vais aborder rapidement. La première caractéristique, c'est la continentalité de l'expansion française, avec en fait 3 colonies distinctes. Donc l'Acadie. Ensuite, vous avez le Canada qui en fait se dissocie entre la vallée du Saint-Laurent, entre Québec et Montréal, qui est véritablement l'espace. À 90% de la population coloniale française se situe dans cet espace. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les pays d'en haut, parce que pour se rendre dans cet espace, il fallait remonter les rivières. Donc c'est la région des Grands Lacs et du Haut-Mississippi. Et puis ensuite, vous avez la Louisiane, qui ne correspond pas à l'état actuel de Louisiane, évidemment, mais c'est pour ça qu'on appelle cela parfois la Grande Louisiane française, qui est un immense espace qui se situe sur plus d'une quinzaine d'États américains actuels, et qui était divisé à l'époque entre la Basse-Louisiane, ici, et la Haute-Louisiane, qu'on appelait également le pays des Illinois. L'État de l'Illinois actuellement se situe ici, les Illinois étant un groupe amérindien de cette région à l'époque. Et donc justement, ce qu'on a essayé de faire avec Cécile Vidal dans le livre Histoire de l'Amérique française, c'est de décanadianiser cette histoire, ce qui est peut-être plus facile à faire pour des historiens français que des historiens québécois ou canadiens, parce que les historiens québécois sont victimes, entre guillemets, de leur propre nationalisme, et donc ils ont tendance à n'étudier que la vallée du Saint-Laurent. Donc cette Amérique française existe toujours, ou plutôt ce que certains géographes canadiens appellent la Franco-Amérique, au sens où, aujourd'hui encore, en Amérique du Nord, il y a des poussières de francophonie. Alors évidemment, c'est plus qu'une poussière, vous avez les Québécois, vous avez les Cajuns en Louisiane, mais si vous vous rendez dans l'immensité de l'intérieur du continent américain, vous avez les franco-manitobains dans le Manitoba, les franco-albertains dans l'Alberta, vous avez ceux qui se définissent comme des métis avec un M majuscule, qui sont des descendants de Français, de coureurs de bois français et d'Amérindiennes. Et si vous vous rendez encore aujourd'hui dans des réserves amérindiennes, dans cette région, par exemple, de Dakota du Nord, Dakota du Sud, Minnesota, vous serez surpris de constater, en ouvrant les annuaires, qu'il y a beaucoup de patronymes français. Par exemple, donc, ce sont les Amérindiens, qui s'appellent Morcette, Gillette, Beauchamp, Malnouri, Archambault, Beaulieu, Boucher, Douville, Robideau, Ménard, Pinault, Roy, etc., ce qui est assez intriguant. Et par exemple, pour vous raconter une expérience personnelle, j'étais l'année dernière dans une réserve du Dakota du Nord qui se situe
à peu près ici, Dakota du Nord, qui s'appelle Fort Berthold, chez des Indiens Arikara, moins connus que les Hurons ou que les Sioux, mais néanmoins un groupe avec lesquels les Français, d'ailleurs, même si ça se situe là à l'extérieur de la zone d'influence française, les Français ont été en contact à partir des années 1730, et qui sont surtout célèbres, ces Indiens, pour avoir été les scouts du général Custer lors des fameuses batailles des guerres indiennes de la fin du 19e siècle. Et j'ai pu rencontrer, par exemple, un dénommé Alfred Morset, descendant d'un voyageur au sens nord-américain, c'est-à-dire d'un traiteur de fourrure, d'un coureur de bois, si vous préférez, canadien-français, qui s'appelait vraisemblablement Morissette, puisque au Québec, aujourd'hui, vous avez beaucoup de Morissette, c'est très répandu, et qui m'a raconté le récit familial de ses origines françaises, de façon d'ailleurs assez émouvante. Et il m'a même offert une magnifique ceinture de perles, et en me lançant, en me disant « From a Frenchman to a Frenchman », donc d'un Français à un Français. Donc c'était un moment assez unique. Il ne m'a pas dit ça en français, parce que il ne parle évidemment pas français. Il ne m'a pas dit ça en arikara, je n'aurais pas compris, mais lui-même ne parle plus l'arikara, puisque malheureusement c'est une langue qui a disparu au cours des 10 dernières années, les plus vieux locuteurs étant décédés. Mais il me l'a dit en anglais, donc il se considère à la fois comme un Américain, un Amérindien, et puis, peut-être parce qu'il avait un Français en face de lui, certes, comme un Frenchman. Alors, donc le premier caractère de cette Amérique franco-indienne, c'est la continentalité. Le deuxième caractère, rapidement, c'est le caractère fluvial. Comme vous le voyez, vous avez le Saint-Laurent, la région des Grands Lacs, qui forme une sorte de mer intérieure, et puis la vallée du Mississippi. Et donc, dans cette Amérique, on circule en canot d'écorce ou en pirogue sur le Mississippi. Et cet empire français donc, peut, d'une certaine façon, être appelé un empire thalassocratique. La troisième caractéristique de cette Amérique française, c'est que le peuplement colonial, donc français, est très limité. Puisque vers 1760, donc au moment où la Nouvelle-France va disparaître, vous comptez 90 000 colons dans cet immense espace, qui est évidemment dérisoire, dont 90% dans la vallée du Saint-Laurent. Donc le reste, quelques militaires, missionnaires et traiteurs de fourrure dans la région des Grands Lacs, dans l'intérieur ici, pays des Illinois, et puis là, un petit peu plus de peuplement, environ 4000 colons dans la région de la Nouvelle-Orléans. Donc des zones de peuplement compact ici, et puis sinon, simplement des comptoirs de traite des fourrures, avec présence donc, de missionnaires et quelques soldats également. L'activité essentielle dans l'intérieur du continent étant le commerce des peaux, des pelleteries, qui est la raison d'être un peu à l'origine de la colonisation du Canada. Alors sur cette carte, vous avez localisé les principaux groupes amérindiens avec lesquels les Français ont pu être en contact. Et il y avait assez peu de coordination entre les colonies, par exemple entre le Canada et la Louisiane, parfois même des dissensions, mais par l'intermédiaire des Amérindiens, le territoire de la Nouvelle-France prenait une réalité parfois très, très étonnante et très concrète. Par exemple, lors d'une campagne militaire organisée par les Français à partir de la Nouvelle-Orléans, par le gouverneur Bienville, qui était d'ailleurs un Canadien, et qui parlait des langues amérindiennes, en particulier le mobilien, qui était une sorte de lingua franca pour toute cette région ici, qui était un petit peu indianisé puisqu'il avait un tatouage qui lui faisait... c'était un grand serpent qui lui faisait le tour du corps, et qui d'ailleurs, quand il partait en guerre avec ses alliés amérindiens, se dénudait pour montrer à la fois donc ses tatouages et donc son courage de guerrier. Donc bref, le gouverneur Bienville a organisé une expédition militaire contre les Indiens Chicacha, ici, qui étaient des ennemis des Français et qui étaient alliés aux Anglais de la Caroline, ici. Et cette expédition a été organisée conjointement par les autorités louisianaises et les autorités canadiennes. Et vous avez, pour vaincre ces Chickasaw, ou tenter de les vaincre parce que l'expédition en fait a été un véritable fiasco, mais vous avez eu des soldats venus à la fois du Canada, donc des troupes de la marine, de Louisiane, mais également des Amérindiens de la vallée du Saint-Laurent qui se sont déplacés, des Amérindiens alliés ici du delta du Mississippi, donc pour vaincre ou tenter donc
d'abattre ces Chicachas que j'évoquais. Donc ça montre que, à travers ces expéditions, le territoire de la Nouvelle-France prenait vie en quelque sorte d'un point de vue géopolitique. Et puis la quatrième caractéristique de cette Amérique française, vous l'aurez compris, c'est la forte proximité et l'interaction avec les peuples amérindiens. Si l'Empire français a pu se maintenir aussi longtemps, c'est-à-dire un siècle et demi, et sur un espace aussi vaste et aussi peu peuplé en termes de colons, c'est grâce à l'alliance avec les Amérindiens. Alliance qui était indispensable à la fois d'un point de vue économique, puisque c'est la traite des fourrures qui était donc essentiellement de castor pour le nord, et puis de chevreuil, les peaux de chevreuil pour le sud, pour la Louisiane. Et donc on avait besoin des hommes amérindiens qui étaient les chasseurs, les trappeurs, puisque les coureurs de bois, en réalité, n'étaient pas des trappeurs, c'était simplement des troqueurs. Ils allaient au-devant des Amérindiens pour leur acheter des fourrures. Et puis les femmes amérindiennes qui participaient également à cette économie de la traite des fourrures en préparant les peaux, en tannant les peaux. Donc, nécessité des Indiens en termes économiques, nécessité des Indiens également en termes militaires. J'ai pris l'exemple de ces expéditions contre les Chicachas. Sans les Amérindiens, les Français n'auraient jamais pu résister aussi longtemps aux Britanniques qui étaient, selon les époques, 20 à 50 fois plus nombreux que les Français. Par exemple, Bougainville, qui s'est rendu célèbre surtout pour ses voyages dans les mers du Sud et sa découverte, entre guillemets, de Tahiti en 1768, était un jeune officier au Canada pendant la guerre de 7 ans, à la fin des années 1750. Et il expliquait que, en 1757, il explique que c'est l'affection qu'ils nous portent, donc les Amérindiens, qui, jusqu'à présent, a conservé le Canada. Nous ne nous soutenons que par la faveur des sauvages. C'est le contrepoids qui fait pencher la balance de notre côté. Donc, tout au long des guerres indiennes, d'ailleurs que les Anglais appelaient les French and Indian War, parce que c'était des guerres que les Anglais menaient tout le temps contre les Français et leurs alliés amérindiens. Bougainville, la citation que je vous donne, il écrit cela au moment de la prise du fort William Henry, qui se situe un petit peu au sud de Montréal, et qui a été rendu célèbre également, si vous avez lu le roman de James Fenimore Cooper, Le Dernier des Mohicans. Et donc l'armée est dirigée par le marquis de Montcalm, Bougainville est son second. Et en plus des 6000 soldats miliciens ou troupes de la marine français, vous avez 2000 Amérindiens qui viennent essentiellement de la région des Grands Lacs, mais également des Amérindiens de la vallée du Saint-Laurent. Et cette campagne de 1757, avec plus de 2000 Indiens, c'est une sorte de zénith de l'alliance militaire franco-amérindienne qui avait commencé à se mettre en place en 1603 à Tadoussac avec Champlain. Mais c'est une expédition qui est également révélatrice des tensions qui existent au sein de l'alliance franco-amérindienne, parce que les Amérindiens n'étaient pas des soldats obéissants. Ils avaient leur propre façon de combattre, ils avaient leurs propres objectifs de guerre, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire soit des scalps, soit des captifs, puisque les guerres amérindiennes étaient essentiellement des guerres de capture, eh bien, ils n'hésitaient pas à repartir sous le regard courroucé des décisionnaires ou des militaires français. Donc ça illustre une des réalités de la relation franco-amérindienne, c'est-à-dire que nulle part dans cette Amérique franco-indienne, les Amérindiens ne deviennent des sujets totalement soumis aux ordres et aux lois françaises. Alors j'en viens à ma seconde partie. Pourquoi est-il intéressant pour les historiens français de faire l'histoire des relations entre les Français et les Amérindiens, et quelle serait la meilleure façon de le faire? D'abord, banalement, c'est évidemment pas l'argument essentiel, je dirais que ça a été très peu fait en France, très peu étudié en France. D'abord chez les anthropologues ou les ethno-historiens, il y a une tradition universitaire, comme vous le savez peut-être en France, qui est davantage tournée vers l'Amérique latine. Par exemple, le plus grand ethno-historien français, qui s'appelle Nathan Wechtel, et qui a introduit les études d'acculturation en France dans les années 60-70, c'est un spécialiste de l'Amérique du Sud, du Pérou en particulier. Chez les historiens, des grands historiens comme Fernand Braudel ou Chonu, dans les années 50-60, ont plutôt favorisé également le développement des études de l'Empire espagnol. Et puis quand les historiens français évoquent la colonisation d'Ancien Régime,
la façon traditionnelle dont ils l'ont fait jusqu'aux années 80-90. Bon, d'abord, ils parlent très peu du contact quand ils parlent de la colonisation française avec les Amérindiens. Et quand ils l'ont fait jusqu'aux années 90, on retrouve souvent la posture évolutionniste qui était celle des historiens de la Troisième République, à savoir les Indiens appartiennent à des cultures arriérées, ce qui traduit donc l'imprégnation colonialiste des mentalités françaises jusqu'à aujourd'hui, stéréotypes évolutionnistes qui font partie de notre culture républicaine telle qu'elle s'est constituée à partir des années 1880, et qui est une culture fondée sur la notion de mission civilisatrice et sur la certitude que les valeurs françaises ou occidentales de façon générale sont par définition universelles. Je renvoie par exemple à la loi de février 2005 qui prescrivait aux enseignants d'enseigner l'œuvre positive de la colonisation française et qui allait un petit peu dans ce sens, c'est-à-dire celui à la fois d'un nationalisme qui serait matiné d'universalisme, si vous voulez. Bon, ça c'est la première raison. La deuxième raison d'étudier ces relations entre les Français et les Amérindiens, à mon avis, c'est un moyen privilégié d'établir une passerelle entre l'histoire coloniale et l'histoire nationale au sens de l'histoire métropolitaine. Et c'est quelque chose qui est très peu fait du côté des historiens de la période moderne, donc 16-18e siècle. Il ne faut pas voir en effet les colonies, donc l'Amérique française par exemple, comme quelque chose de totalement exotique ou d'extérieur à la métropole, mais comme une extension du royaume. Et dans le cadre dit colonial, où donc les Français sont amenés à dialoguer avec d'autres cultures, on assiste à la fois à l'émergence de sociétés particulières, des sociétés qui se créolisent en quelque sorte, mais des sociétés qui sont aussi modelées par des structures administratives, des logiques de contrôle social, de gestion et de soumission de populations, y compris les Amérindiens, qui sont en partie celles de la France d'Ancien Régime. Donc la colonie, il faut aussi la voir comme un laboratoire, ou en tout cas un point d'observation, qui permet potentiellement d'étudier des concepts d'Ancien Régime, au sens où ce qu'on appelle justement la Nouvelle France, les nouvelles au sens d'une France, du point de vue des administrateurs du XVIIe siècle, au sens d'une France régénérée, qui serait un lieu d'épanouissement de l'absolutisme et du catholicisme. Mais le face-à-face avec les Amérindiens, donc qui sont en quelque sorte des populations périphériques d'un nouvel ordre, pour le roi, les Hurons sont tout de même plus exotiques que les Bretons. Donc ce qui caractérise du point de vue français les autochtones, qui sont appelés justement sauvages, c'est leur très fort coefficient d'altérité. Et ce qui n'empêche pas d'ailleurs au départ un grand optimisme dans la capacité des Français à rapidement assimiler ces peuplades sauvages, comme elles étaient définies. Alors, troisième raison qui fait que c'est intéressant d'étudier l'histoire des relations entre Français et Amérindiens, c'est que ça permet de faire une histoire de l'interculturalité. Et l'interaction avec d'autres cultures permet, à mon avis, de révéler les faits saillants d'une culture ou d'une autre. C'est à travers la confrontation avec la plus grande altérité, à mon avis, que les structures profondes d'une culture vont se révéler, vont s'actualiser, vont se radicaliser. Évidemment, faire l'histoire de la rencontre entre les cultures, c'est plus compliqué, ça complique la tâche de l'historien. D'abord parce que l'interculturalité est source de malentendus, puisque sont mis en présence des individus qui ne partagent pas forcément les mêmes codes. Ensuite, parce que faire cette histoire, ça oblige nécessairement à passer par des sources qui sont essentiellement des sources écrites, produites donc par la culture française des 17-18e siècle. Donc on a peu de sources qui nous proviennent des Amérindiens, donc c'est plus difficile de faire ressortir les logiques autochtones. Et puis pour comprendre la rencontre entre les cultures, il faut comprendre à la base à quoi correspondent ces cultures. Donc d'un côté la culture française d'Ancien Régime, et de l'autre les différentes cultures amérindiennes. Évidemment, j'ai tendance à parler des Amérindiens de façon générale parce que je n'ai pas le temps de trop nuancer, mais il y a une grande variété culturelle en Amérique du Nord entre tous ces groupes amérindiens.
Alors sur cette image, c'est une sorte d'image d'Épinal qui a été faite par un dessinateur canadien il y a un siècle, qui présente une scène où l'on voit à Montréal en 1690 le gouverneur Frontenac que j'évoquais tout à l'heure se mettre à chanter la guerre et à prendre le tomahawk, la hache de guerre, pour danser parmi les Amérindiens. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est inventé. Bon, ce qui est inventé, ce sont les tipis, par exemple, parce qu'il n'y avait pas, quand je vous parlais de variété culturelle, il n'y avait pas de tipis dans cette région de l'Amérique du Nord. Ce n'est pas comme cela que les Indiens se logeaient. Mais bref, le chroniqueur Bacqueville de la Poterie, à la fin du XVIIe siècle, nous raconte cette scène où il parle des cris et des hurlements du gouverneur Frontenac qui faisait des contorsions parmi les Amérindiens. Évidemment, ce n'est pas la posture habituelle de l'honnête homme à la cour versaillaise. Pour autant, il ne faudrait pas seulement analyser cette scène comme de la pure indianisation ou de la simple adaptation aux autochtones, puisque, à mon avis, et comme vous le savez, sous Louis XIV, la meilleure façon de gouverner et d'agir dans une assemblée et dans un lieu public, c'est danser. Et danser, c'est comme gouverner, hein, à l'époque de Louis XIV. Et donc je pense que pour comprendre l'attitude de Frontenac, il faut la replacer dans la culture politique de la danse à l'époque de Louis XIV, et comprendre également qu'au XVIIe siècle, les jésuites organisaient des ballets dans lesquels les danses étaient associées à des pyrrhiques, qui sont les danses de guerre des Grecs dans l'Antiquité. Et je ferai juste référence également à La Fontaine, qui assimile le ballet à une parade militaire. Donc, pour comprendre l'interculturalité, il faut bien comprendre d'où viennent, quelles sont les origines, les bagages culturels en quelque sorte des individus, que ce soit les Français ou évidemment les Amérindiens. Et pour les Amérindiens, c'est plus compliqué puisque ce sont des cultures qui sont très différentes de la culture occidentale. Mais je vais essayer de prendre quelques exemples pour illustrer cela et essayer d'analyser d'un point de vue ethnologique les comportements amérindiens. Premier exemple, celui de la rencontre entre des Français, en l'occurrence le père jésuite Marquette, qui se rend dans la région chez les Illinois en 1673, et qui, avec ses compagnons, va être accueilli par ce groupe. Et je cite le père Marquette, donc en fait, je vais là évoquer des sortes de rituels d'hospitalité culinaire. Le père Marquette parle d'un grand festin qui consistait en 4 mets qu'il fallut prendre avec toute leur façon. Alors, le premier mets, c'est de la sagamité, qui est un potage à base de maïs. Et puis, je poursuis la citation, « Le maître des cérémonies, avec une cuillère pleine, me la présenta, c'est les jésuites qui parlent, à la bouche, par 3 ou 4 fois, comme on ferait à un petit enfant. Il le fit de même à M. Joliette, qui accompagnait le père Marquette. De la même façon, lors d'un voyage de l'explorateur Claude-Charles Dutiné chez les Wichita, qui ne sont pas indiqués ici, mais c'est dans cette région, dans l'Arkansas, au début du XVIIIe siècle, je le cite, « Toutes les fois qu'ils donnent à manger aux étrangers, les chefs coupent la viande par morceaux et la portent à la bouche de ceux qu'ils régalent. » Donc ce sont des gestes d'offrande et d'hospitalité, assurément, mais je pense qu'il faut aller plus loin dans l'analyse, parce que ce qui est frappant, vous l'avez peut-être constaté, c'est que ces étrangers sont traités comme des enfants. C'est le signe que le contexte rituel du repas, en réalité, est celui d'une adoption. S'il est un point commun parmi tous les groupes amérindiens en Amérique du Nord, et ce serait vrai aussi en Amérique du Sud, c'est cette grande propension à la fois à faire la guerre, mais également à adopter, la guerre étant, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, souvent une guerre servant à faire des captifs pour les adopter et les intégrer au sein de la société. Donc, en offrant à manger comme à des enfants à ces visiteurs français, les Amérindiens en même temps fabriquaient en quelque sorte de la parenté, hein, en les adoptant. Autre exemple, il faut savoir que lors des premiers contacts, les Amérindiens donc, ont une grande perplexité face à ces inconnus, ces étrangers qui arrivent et qui sont différents visiblement des autres Amérindiens auxquels ils sont habitués. Donc ces Français qui arrivent avec leur perruque, avec leur barbe, avec leur peau blanche, tout cela suscite la perplexité, la curiosité des Amérindiens. Par exemple, un voyageur français qui évoque, je le cite,
Ces sauvages, n'ayant jamais vu de blanc, nous regardaient avec curiosité et relevaient nos culottes, ouvraient nos chemises pour voir si la peau du corps ressemblait à celle du visage et des mains. » Fin de citation. En fait, les Indiens constatent que les corps des Européens sont différents des leurs. Et c'est le signe peut-être pour les Amérindiens que ces Européens qui arrivent ne sont peut-être pas des humains, au fond. Et ça rappelle l'anecdote qui... là, c'est une gravure de Théodore de Brie de la fin du XVIe siècle. L'anecdote qui est rapportée par Miguel de Oviedo dans son Histoire des Indes. Donc, ce sont des Indiens, là, on change de région, mais ce sont en fait le même type de comportement, des Indiens de Porto Rico. Et au moment où les Espagnols, au XVIe siècle, cherchaient à savoir si les Indiens avaient une âme, hein, si c'était des hommes, et si donc on pouvait les convertir, les Amérindiens, de leur côté, essayaient de voir si les Européens avaient, non pas une âme, ça ils le voyaient bien, puisqu'ils pensaient que c'était des esprits parfois, mais s'ils avaient un corps, en tout cas le même corps qu'eux. Et là, en fait, ils immergent des Blancs, ils les laissent plusieurs jours sous l'eau, et ils vérifient, une sorte d'expérience scientifique, si le cadavre est sujet ou non à la putréfaction. Et donc pour les Indiens, les Européens ont une âme, mais ce qui diffère dans leur perception immédiate de l'altérité des Européens, ce sont les corps. Hein. La diversité des êtres se situe au niveau des corps. D'ailleurs, selon un père jésuite de la fin du XVIIe siècle, qui a beaucoup fréquenté les Indiens de la région des Grands Lacs, par exemple les Indiens Outaouais, qui disaient, selon lui, disent que les Français qui sont fort barbus sont descendus de cette race d'hommes qu'ils appellent Makwa, qui veut dire ours. Fin de citation. Alors, comme l'a notamment montré Lévi-Strauss, les autochtones se servent de la variété du répertoire animal, et plus généralement naturel, pour symboliser leurs multiples affiliations sociologiques. Par exemple, ils appartiennent au clan de l'ours ou au clan du castor, et ou d'ailleurs leurs affiliations personnelles, puisque les Amérindiens avaient aussi un esprit gardien qui pouvait également être l'ours. Et donc il y avait un lien particulier qui existait entre les animaux et les humains. Et d'ailleurs, quand les Amérindiens font référence à leur mythe, le mythe, c'est le temps pendant lequel les hommes et les animaux avaient le même langage et pouvaient se parler. Donc les Indiens croient que les humains et les non-humains relèvent en fait d'un même continuum social et ne se distinguent pas par la substance, mais par la forme. Et donc peuvent disposer de propriétés partagées, de qualités partagées, par exemple l'agilité ou je ne sais quoi, ou la pilosité abondante, qui, dans le cas des Français et des ours, donc, est similaire d'après ce que disaient les Outaouais au père jésuite que j'évoquais. Ce qui est un paradoxe, puisque, comme vous le savez peut-être, à l'origine, le sauvage est associé à l'homme sauvage et bestial, qui est une image médiévale, et donc un être poilu. Et puis les observateurs en Amérique du Nord démentent rapidement cette image préconçue. Par exemple, le baron de la Hontan, qui vit au Canada à la fin du XVIIe siècle, que je cite, « Ceux qui ont dépeint les sauvages velus comme des ours n'en ont jamais vu. » Fin de citation. Alors, troisième exemple que je peux évoquer, il y a de décryptage des comportements amérindiens. Il y a des références dans les sources françaises au mythe fondateur amérindien. Par exemple, lors de la rencontre de 1603 que j'évoquais au début de mon intervention, il y a des cérémonies d'alliance qui ont lieu entre Champlain, Pont-Gravé, donc d'un côté, et de l'autre, les Indiens Inuits. Donc je cite ce document que vous pouvez lire. « Nous fûmes à la cabane de leur grand sagamo qui s'appelle Anada Bijou, où nous le trouvâmes avec quelques 80 ou 100 de ses compagnons qui faisaient tabagie, qui veut dire festin, lequel nous reçut fort bien selon la coutume du pays. Le dit Anada Bijou commença à prendre du pétain et en donner aux sieurs du Pont-Gravé de Saint-Malo et à moi et à quelques autres sagamos. Ayant bien pétuné, il commença à faire sa harangue à tous. Après qu'il eut terminé sa harangue, nous sortîmes de sa cabane, et eux commencèrent à faire leur tabagie ou festin, qu'ils font avec des chairs d'orignal, d'ours, de loups marins et castors. Dès que leur viande fut cuite, il y en eut un qui se leva et prit un chien, et s'en alla sauter autour des dites chaudières, d'un bout de la cabane à l'autre.
Étant devant le grand Sagamo, il jeta son chien à terre de force, et puis tous, d'une voix, ils s'écrièrent « Oh, oh, oh !» Ce qu'ayant fait, s'en alla asseoir à sa place. En même temps, un autre se leva et fit le semblable, continuant toujours jusqu'à ce que la viande fût cuite. Après avoir achevé leur tabagie, ils commencèrent à danser en prenant les têtes de leurs ennemis qui leur pendaient par derrière en signe de réjouissance. Toutes les femmes et filles commencèrent à quitter leurs robes de peau et se mirent toutes nues, montrant leur nature, néanmoins parées de matachias qu'ils teignent de diverses couleurs. Alors, ces cérémonies d'alliance, on le voit, sont marquées à la fois par l'utilisation du tabac, dont la fumée donne l'accès pour les Amérindiens à l'univers des esprits et du sacré, la célébration de la guerre, d'autre part. Les têtes, en fait, sont vraisemblablement des scalps ou des chevelures, puisque donc, les Amérindiens ramenaient de la guerre, comme je l'ai déjà dit, soit des captifs, soit des trophées qui pouvaient être des morceaux de corps ou, le plus souvent, donc, des scalps. Donc, guerre de capture plutôt que guerre de vendetta, comme le répètent souvent les sources. Je pense que là, les administrateurs, quand on justement lit les sources, il faut essayer de les décrypter en voyant comment les observateurs français plaquent leur propre catégorie sur les comportements amérindiens. Et je pense qu'influencés par leur culture biblique et leur culture de l'honneur également, les observateurs français ont eu trop tendance à qualifier les guerres amérindiennes de guerres de vendetta. C'était avant tout des guerres de capture. Et puis les danses que décrit, il y a deux types de danses qu'on voyait que décrit Champlain. Alors l'élément que retient surtout Champlain, ce qui est le plus frappant et probablement le plus déstabilisant, c'est la nudité des femmes. Mais en réalité, l'essentiel lui échappe peut-être, parce que si on analyse ces festivités dans le cadre de l'univers mythique des Indiens Inuits, on verrait que ce qui est le plus significatif, c'est la danse des hommes, qui jette violemment un chien par terre. Et c'était une façon vraisemblablement pour eux de commémorer la rupture d'avec le chaos initial et l'émergence de l'ordonnancement du monde. Donc les références à un mythe cosmogonique de ces Amérindiens, puisqu'il y a un mythe qui évoque l'accouplement entre la femme primordiale et le chien primordial qui, se déguisant en beau jeune homme la nuit, séduisait cette femme et, pour s'accoupler avec elle. En fait, chien, dans certaines mythologies amérindiennes, se situe à la charnière du monde des hommes et du monde des animaux, et il est associé à une sexualité illégitime, à la fois parce qu'il est trop éloigné des hommes, et donc ça renvoie à la bestialité, mais à la fois également parce qu'il est souvent présenté dans les mythes comme un germain, et donc il serait trop proche, et donc ça renvoie à l'inceste. Et en quelque sorte, comme cela, brutalement mettant le chien à terre, on reproduit le geste du héros fondateur, qui était un géant qui, justement, venait étriper le chien primordial, séducteur de la première femme. Et donc, ce que Champlain décrit, mais dont il n'a pas totalement conscience, c'est un rituel qui évoque ce mythe fondateur et qui renvoie à l'interdit de certains rapports sexuels dans la société amérindienne en question. Donc 1603, quoi qu'il en soit, c'est le point de départ des alliances franco-amérindiennes, et c'est une date de ce point de vue-là qui est plus importante que 1608, la fondation de Québec, parce qu'il n'y aurait pas eu, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la possibilité pour Champlain de fonder Québec s'il n'avait pas préalablement fait une alliance avec les Indiens Inuits, dont le territoire englobait à la fois Tadoussac, où ont eu lieu ces cérémonies d'alliance que j'évoquais, et Québec, qui était à l'extrémité occidentale de leur territoire, selon leur tradition orale en tout cas. Donc j'en viens à ma troisième partie. Quelle était Est-ce qu'on peut parler d'une spécificité des relations entre Français et Amérindiens ? Alors tout à l'heure, je parlais d'universalisme et de nationalisme. En fait, c'est cette double posture qui a conduit les Français à théoriser l'idée selon laquelle les Français, en tant que peuple, auraient eu une aptitude particulière à s'entendre avec les autochtones, et en Amérique du Nord plus qu'ailleurs. C'est-à-dire que leur approche des Indiens, comparée à celle des Espagnols ou des Britanniques, aurait été beaucoup plus conciliante, beaucoup plus humaine, beaucoup plus tolérante donc, que celle de ses concurrents européens. D'ailleurs, cette prétention au génie colonial est née dès le début du XVIIe siècle. Par exemple, un avocat et poète qui s'appelait Marc Lescarbot, qui a contribué à la colonisation de
l'Acadie, qui écrivait que les colons français étaient, je cite, « naturellement plus humains, doux et courtois » et que les Espagnols, c'est l'époque où se développe, où continue de se développer la légende noire espagnole, c'est-à-dire l'idée que les Espagnols ont massacré les Indiens et donc se sont comportés de façon très violente à leur égard. Ou encore le père Charlevoix, qui était un père jésuite qui a vécu en Nouvelle-France au XVIIIe siècle et qui écrivait que la France est la seule nation qui a eu le secret de gagner l'affection des Américains, c'est-à-dire des Amérindiens. Ou encore un voyageur français bien après la chute de la Nouvelle-France en 1835, donc effectivement bien après, qui visite Saint-Louis, qui a été d'ailleurs fondé en 1764, donc juste après le régime français, mais qui au départ est une bourgade où pendant plusieurs décennies on va parler français, puisqu'elle est tenue par des commerçants de la fourrure, notamment la famille Chouteau, qui sont d'origine française. Donc ce voyageur Louis Cortambert écrit, il rencontre des Indiens Osages dans cette région ici, et les Osages détestent les Américains, qu'ils appellent Man-i-Tanga, grand couteau, leurs épées. Ils aiment les Français, auxquels ils donnent de nom d'Itchetarine, c'est-à-dire poil aux yeux, parce que nous laissons croître nos sourcils. Fin de citation. Encore une référence aux poils. Les poils qui, du point de vue des Amérindiens, sont plutôt un signe de laideur et de manque d'intelligence. Il faut savoir que justement les coureurs de bois français, pour mieux séduire les Amérindiennes, ont été amenés à se raser, contrairement à l'image qu'on a souvent du coureur de bois barbu, etc. En réalité, ils étaient plutôt imberbes pour se comporter comme leurs hôtes amérindiens. Alors, ce soi-disant génie colonial donc, a colonisé les terres d'outre-mer et a se comporté de manière plus pacifique et tolérante avec les Amérindiens, a été surtout théorisé sous la Troisième République, donc à la fin du XIXe et début du XXe siècle, par exemple par des historiens comme Gabriel Louis Jarret, qui attribuait, je le cite, le succès de la politique indigène française en Amérique à de hautes qualités colonisatrices et au don de la race française, ou Georges Hardy, qui écrivait, je cite, « Le refoulement et l'extermination des indigènes, si largement pratiqués par d'autres puissances, répugnent au gouvernement du roi de France. » Alors, c'est une vision qui plaira peut-être à ceux qui honnissent aujourd'hui la repentance. Et il faut savoir que, en réalité, puisque cet auteur évoque le thème de l'extermination, il faut savoir qu'en réalité, les Français ont organisé l'extermination de certains groupes amérindiens. Ils ont tenté avec les Chicachas, mais ça n'a pas marché. En revanche, en 1729, la nation des Natchez, qui était alliée avec les Français depuis une trentaine d'années, s'est soulevée contre les Français en massacrant quelques 200 Français en 1729. Et pour répondre à cela, les Français ont, avec l'aide d'autres alliés amérindiens sans lesquels ils n'auraient pas pu réaliser ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire détruire les Natchez, notamment avec l'aide des Chactas. Donc les Natchez ont été détruits véritablement en tant que société, et il y a eu juste quelques réfugiés qui sont allés chez les Cherokees ou d'autres groupes. Certains Natchez ont même été déportés à Saint-Domingue comme esclaves, où ils sont morts très rapidement. Et puis, il y a également des campagnes d'extermination contre un autre groupe amérindien dans la première moitié du XVIIIe siècle, qui est le groupe des Renards, parce qu'ils s'opposaient un petit peu à l'expansion des Français. Et dans les sources françaises, dans les années 1730, il y a véritablement un vocabulaire qui correspond à une politique de quasi-génocide de ces groupes amérindiens. Alors, si donc évidemment il n'y a pas de génie colonial, il n'est pas inutile pour autant de s'interroger sur les facteurs qui ont tout de même conduit globalement les Amérindiens, de façon générale, et sans rentrer dans les nuances, à préférer effectivement le contact avec les Français qu'avec les Britanniques qui étaient installés donc dans ici les 13 colonies. Pour l'expliquer, il faut surtout bien prendre la mesure des conditions économiques et démographiques qui président à la colonisation française, donc le poids des circonstances en quelque sorte, puisque, je l'ai dit, la colonisation française est à la fois marquée par la faiblesse du peuplement colonial et puis par l'importance du commerce des fourrures comme activité importante.
comme activité principale. Donc la première conséquence de cela, c'est que les Français ont besoin de l'alliance des Amérindiens, je n'y reviens pas, sur le plan économique et sur le plan militaire. La deuxième conséquence, c'est que de par le faible nombre de Français, il n'y a pas de menace véritablement du point de vue des Amérindiens sur leur territoire. Il n'y a pas de menace sur le sol, il n'y a pas de refoulement territorial, comme ça peut arriver plus facilement donc, dans les 13 colonies. Les Français fournissent des produits aux Amérindiens, dont ils sont très friands, des marmites de cuivre, des haches en fer, des produits textiles, etc., en échange des fourrures, sans pour autant accaparer leurs terres, et donc sans menacer globalement leur mode de vie. Les seuls cas justement d'empiètement territorial, c'est dans la région des Indiens Natchez, et c'est pour ça qu'ils se sont soulevés contre les Français, et c'est pour ça que ça a occasionné cette terrible guerre autour de 1730. Donc, par opposition à la colonisation agricole de l'Amérique britannique, notamment par exemple de la Virginie, où on va planter du tabac, et c'est une activité qui est très gourmande en termes de champs, en termes territoriaux. Donc, de fait, les Indiens, généralement, encore une fois, s'allient plutôt avec les Français parce que, même s'il y a beaucoup de nations amérindiennes qui s'allient également avec les Britanniques, je ne veux pas caricaturer du tout, parce qu'ils craignent quand même davantage l'expansionnisme des Britanniques que celui des Français qui, en quelque sorte, est une colonisation plus superficielle, plus légère. Et puis la troisième conséquence de ce faible peuplement colonial français, et en particulier du manque de femmes, puisque la colonisation française est marquée par la présence d'hommes, mais la quasi-absence de femmes, en tout cas jusqu'aux années 1660, explique également que va se développer une politique de mariage mixte qui va être initiée en particulier par les autorités françaises. Je vais y revenir. Donc, poids des circonstances pour expliquer cette relation plutôt favorable entre les Français et les Amérindiens. Mais en même temps, il n'est pas inutile de s'interroger sur les facteurs qu'on pourrait qualifier de culturalistes, par opposition aux facteurs que je viens d'évoquer, qui seraient plus circonstanciels ou environnementalistes. Donc les facteurs culturalistes, qui seraient les facteurs liés aux spécificités de chaque puissance colonisatrice, à son histoire intérieure, à la propre culture coloniale, donc soit de l'Espagne, soit de l'Angleterre, soit de la France. Par exemple, on peut difficilement comprendre les logiques à l'œuvre dans la conquista espagnole dans les Antilles ou au Mexique ou ailleurs, sans la replacer dans le sillage de la reconquista des Espagnols, donc dans la péninsule ibérique. De la même façon, et c'est moins connu, la conquête de la Virginie par les Anglais se fait également dans le sillage de la conquête de l'Irlande, qui en quelque sorte sert de banc d'essai à la colonisation anglaise, et de laboratoire pour les Anglais à l'expérience du contact interculturel, et un contact qui se fait souvent de façon violente. Donc, pour comprendre pleinement ce que les Anglais, la façon dont ils agissent en Virginie, il faut avoir à l'esprit la façon dont ils se sont comportés à l'égard des Irlandais, en les qualifiant également de sauvages, de barbares qu'il fallait civiliser, etc. Et puis, du côté des Français également, même si c'est une question qui est moins creusée par les historiens, on ne peut pas vraiment comprendre la façon dont la monarchie française va insérer les Amérindiens dans son système impérial sans connaître la façon dont l'État royal en métropole pourvoit à l'intégration, sinon à l'acculturation des populations conquises ou périphériques, donc au sein du royaume, à l'issue par exemple des conquêtes de Louis XIV au XVIIe siècle. Donc je vais, pour poursuivre et pour terminer, prendre un exemple de spécificité de la politique française à l'égard des Amérindiens, quelque chose qu'on retrouve très peu du côté des colonies britanniques. Je ne me risque pas à trop parler de l'Empire espagnol parce que c'est encore très différent. Donc c'est la politique des mariages mixtes, qui s'inscrit dans un projet d'assimilation au XVIIe siècle, un projet d'assimilation qui dispose d'un double volet, d'abord juridique, je vais y venir, et ensuite culturel, quelque chose qu'on retrouve très peu chez les Britanniques. Et c'est l'imbrication de ces deux volets, assimilation juridique des autochtones, assimilation culturelle, deux volets donc, qui participent de l'assujettissement souhaité de ces autochtones, qui constituent, je pense, une innovation propre au système impérial français, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas au sein du royaume de France.
Donc d'abord, l'assimilation en termes juridiques. Dans les colonies, les Français qui sont nés en métropole et qui arrivent dans les colonies ou qui naissent sur place, donc au Canada ou en Louisiane, sont considérés comme des naturels français, c'est-à-dire des régnicoles. Un naturel, la naturalité sous l'Ancien Régime, c'est la nationalité. Donc des régnicoles au sens où des individus qui ne sont pas frappés par un certain nombre d'incapacités juridiques, c'est-à-dire celles incapacités qui frappent ceux qui sont appelés les aubains, donc les étrangers. Donc cette qualité de régnicole, de naturel français, est transmise à la fois aux colons, mais elle va également être... les Français vont souhaiter également la transmettre aux Amérindiens. Par exemple, dans la charte de fondation de la Compagnie des Sans-Associés, qui est chargée de coloniser le Canada et qui est fondée, cette compagnie, en 1627, notamment à l'initiative de Richelieu, l'un des articles de cette charte prévoit donc la naturalisation des autochtones convertis. Je la cite. « Les sauvages qui seront amenés à la connaissance de la foi et en feront profession seront censés et réputés naturels François, et comme tels pourront venir habiter en France quand bon leur semblera et y acquérir, tester, succéder et accepter donations et legs, tout ainsi que les vrais régnicoles et originaires françois, sans être tenus de prendre aucune lettre de naturalité. » Lettre de naturalité que le roi, dans le royaume, accordait parfois aux étrangers pour qu'ils obtiennent ce statut donc de naturel français. Donc, on peut faire trois remarques à partir de cela. D'abord que ces dispositions, comme je le disais tout à l'heure, doivent être mises en parallèle avec ce qui est à l'œuvre dans les provinces conquises au temps des guerres de Louis XIV, et donc avec la façon dont l'État royal pourvoit à l'absorption donc de ces nouvelles populations au sein du royaume, puisque le roi reconnaissait aux habitants conquis également le statut de régnicole. Donc finalement, on fait la même chose avec les Amérindiens. Deuxième remarque, c'est que pour cela, pour obtenir ce statut de naturel ou de citoyen, qui est un terme qui apparaît également, pas au sens où on l'entend aujourd'hui, mais au sens de l'Ancien Régime qui apparaît dans les sources à l'égard des Amérindiens. Donc pour devenir des citoyens français, les Amérindiens doivent se convertir. Donc dans les colonies, l'identité catholique est un ingrédient essentiel de l'identité française. Puis la troisième remarque qu'on peut faire, c'est que, à propos de cette naturalisation, c'est que ce n'est pas simplement un acte juridique, comme en France d'ailleurs, où elle est chargée d'une forte symbolique, puisque l'impétrant en fait, exprime un désir de vivre et de mourir en France, et ce qui est une preuve, du point de vue du monarque, une preuve d'allégeance. Et en quelque sorte, le fait de devenir naturel français, c'est un acte juridique, mais c'est aussi un acte émotionnel. Et la naturalisation s'apparente à une adoption. Donc ça, c'est en France qu'on peut l'observer, mais ça prend une dimension supplémentaire dans l'Amérique franco-indienne, puisque, comme vous le savez peut-être, le gouverneur français appelait ces Amérindiens ses enfants. Et de même, lorsque des Amérindiens, par exemple en provenance de la région des Grands Lacs, se rendaient, comme lorsqu'ils ont dansé avec Frontenac à Montréal en 1690, donc se rendaient pour participer à des conférences qui étaient également des moments où on s'échangeait des produits, donc dans le cadre des congrès de la traite des fourrures, donc c'était à la fois des congrès diplomatiques et économiques. Bref, les Amérindiens s'adressaient au gouverneur, donc Frontenac par exemple, d'ailleurs qui a été l'un des premiers à se faire appeler de cette façon, comme à leur père. Dans la première moitié du XVIIe siècle, en fait, c'est le registre fraternel qui avait caractérisé ce langage symbolique de la parenté, puisque les Amérindiens appelaient le roi de France leur frère. Et puis à partir des années 1660-1670, c'est donc la métaphore paternelle qui va s'imposer, c'est-à-dire le moment où la Nouvelle-France commence à acquérir une dimension continentale, c'est-à-dire au moment où les pays d'en haut commencent, du point de vue français, à appartenir à la géographie de la Nouvelle-France. Alors cette métaphore du père et des enfants va être reprise jusqu'à la fin du régime français, jusqu'en 1760, et elle va être également à l'œuvre en Louisiane à partir de 1699, lorsque la Louisiane est fondée par les frères d'Iberville, dont Bienville, que j'évoquais tout à l'heure, qui deviendra gouverneur un petit peu plus tard. Donc tous les alliés
amérindiens de la Nouvelle-France ont donc été appelés des enfants. Eux-mêmes s'adressaient aux gouverneurs comme leur père. C'était une façon d'obtenir sa protection, mais c'était surtout une façon d'en appeler à la générosité du partenaire, parce que le père était considéré comme un pourvoyeur. Et puis la paternité chez les Amérindiens, ça dépendait des groupes, mais ne renvoyait pas à une relation d'autorité, en particulier chez les groupes matrilinéaires, dans lesquels en fait l'autorité pour un enfant appartenait plutôt à l'oncle maternel plutôt qu'au père biologique. Donc, encore une fois, là, il y a un malentendu culturel. Ce n'est pas parce que le gouverneur appelait les Indiens ses enfants qu'il avait une autorité véritable sur ces soi-disant enfants. Donc, premier volet de l'assimilation juridique. Deuxième volet, l'assimilation culturelle, qui là est un discours qui n'existe pas véritablement en France. Cette intégration culturelle suscite un discours à la fois nationaliste et universaliste inédit. Les Indiens donc, sont appelés sauvages au sens où ils sont considérés un petit peu, quand les Français arrivent au début du XVIIe siècle, comme des peuples du vide. Ils sont sans loi, ils sont sans roi, sans foi, sans police, sans magistrat. Ils sont aveuglés par leurs croyances païennes, pensent les Français. Donc ce sont de pauvres sauvages qu'il faut rapidement assimiler, et cela par la grâce de l'éducation française. Et donc les verbes employés pour mettre en œuvre cette politique, c'est sont tantôt francisé, oui, qui est d'ailleurs un terme anachronique à l'époque, parce qu'on ne l'emploie pas en France, ou alors civilisé, ou alors policé, réduire, etc. Donc il y a eu deux grands moments assimilateurs dans l'histoire de la Nouvelle-France, qui se situent tous au XVIIe siècle. Il y a eu la période des années 1627-1649, d'une part, et puis ensuite il y a eu la période du début du règne de Louis XIV. Donc par exemple, au cours de la première période, on crée à Québec un collège de jésuites, une maison d'hospitalière, un couvent d'Ursulines, qui sont établis pour éduquer, espère-t-on, de petits Amérindiens, de petits garçons, des fillettes autochtones, qui viennent, mais qui, le plus souvent, vont rapidement repartir dans leur famille, ne supportant guère la façon dont les Français les éduquent. L'idée française, au départ, c'est de mettre des Amérindiens au contact des Français, et, pense-t-on, l'exemplarité française va rapidement opérer comme un ressort imitatif de la part des Amérindiens qui imiteraient donc les Français et se comporteraient de la même façon. Donc ça ne fonctionne pas. Pour autant, dans les années 1660-70, il y a une deuxième vague, en quelque sorte, de francisation ou de tentative de francisation. Par exemple, avec l'intendant Duchesneau, qui écrit en 1680, je le cite, à propos des Amérindiennes: « Il faudrait leur apprendre à vivre à la façon des villageoises de France, c'est-à-dire savoir filer, coudre, tricoter, avoir des bestiaux, tirer les vaches et autres choses de la campagne. Je ne doute point qu'étant mariées à des sauvages, elles n'insinuassent à leur mari cette manière de vie qui pourrait les engager à s'habiller, se nourrir et vivre comme nous, pour leur ôter avec le temps cet esprit de sauvage. » Et il précise ailleurs qu'il faut leur apprendre à lire et écrire, donc à parler français. Alors ce qui est intéressant... Mon temps est écoulé ? À peu près, mais bon... À peu près. Alors je vais terminer. Ce qui est intéressant, c'est que, on le voit, le souci de franciser les autochtones impose au pouvoir monarchique l'obligation, en quelque sorte, de définir explicitement ce que recouvre la francité. C'est-à-dire les Français, ils sont vêtus, ils sont chrétiens, ils parlent français, ce qui n'était pas le cas, comme vous le savez, à l'époque dans le Royaume de France. Et les Amérindiens, ils sont nus. Ils sont chasseurs, donc pas agriculteurs, ce qui était faux, puisqu'il y a beaucoup de peuples amérindiens comme les Hurons qui étaient agriculteurs. Ils sont polygames, ce qui était parfois vrai, mais pas toujours vrai. Les Hurons étaient monogames, etc. Alors, l'autre idée, je vais simplement terminer là-dessus. Donc, il y a une assimilation juridique, culturelle, et puis, comme il y a peu de femmes, on va essayer également de mettre en place une politique de mariage mixte. Surtout donc au cours de ces deux phases d'assimilation que j'ai évoquées, l'époque de Richelieu et l'époque de Colbert. Mais en fait, cette politique de mariage mixte va être abandonnée au XVIIIe siècle, parce qu'à partir des années 1680 et 1690,
les autorités vont constater que cette politique de francisation est un échec. Donc il va y avoir une grande désillusion. Par exemple, l'intendant Rodeau, au début du XVIIIe, écrit « Il faudra un travail et un temps infini pour affranchir ces peuples et pour pouvoir les réduire à prendre nos usages et nos coutumes. C'est, je vous assure, un ouvrage de plusieurs siècles. » Car au fond, si les Amérindiens apprécient par exemple la technologie européenne, les chaudrons, les haches en fer, etc., ils ne sont pas du tout convaincus par les notions européennes d'autorité, d'éducation, de travail, de moralité, de sexualité, de propriété, etc. Et cet échec va conduire les autorités françaises à passer en quelque sorte d'un préjugé culturel, c'est-à-dire les Indiens ont des cultures inférieures mais ils sont perfectibles, à un préjugé au XVIIIe siècle qu'on peut qualifier plutôt de racial, c'est-à-dire que les Indiens refusent de s'acculturer, et ce n'est pas une question de culture, c'est une question de nature. Et donc on va avoir ainsi dans le creuset colonial la naissance d'un racisme qui va entraîner au XVIIIe siècle une condamnation de la politique des mariages mixtes. Mais pour autant, ça ce sont les discours, pour autant, et je termine là-dessus, dans les pratiques sociales, le métissage va se poursuivre tout au long du XVIIIe siècle et par-delà, d'ailleurs après la chute de la Nouvelle-France avec des Canadiens français, partout en Amérique du Nord, en particulier dans cette région ici. Et comme vous le savez peut-être, au cours du XIXe siècle, sur la rivière Rouge, va naître une nation dont les descendants existent toujours aujourd'hui, qui s'appelle les Métis de la rivière Rouge, et qui en quelque sorte font vivre le rêve de Champlain et de Colbert de fonder, leur espoir c'était de fonder un peuple unique à partir de deux souches ethniques, mais ils espéraient, eux, par la même occasion, réduire les Amérindiens et réduire l'altérité, donc en quelque sorte une forme d'ethnocide, c'est-à-dire transformer l'Indien en français, alors que cette nation métisse qui est née donc après la Nouvelle-France est une nation métisse véritablement, au sens d'une nation qui s'est inspirée à la fois des traditions culturelles des Canadiens français et des Amérindiens, en l'occurrence surtout des Indiens de la région de la Prairie, comme les Ojibwa ou les Cris ou les Assiniboines. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, je remercie beaucoup Gilles Haveur de cette conférence tout à fait passionnante. Nous avons maintenant, si vous voulez, une vingtaine de minutes devant nous pour poser des questions, discuter, parce que pour des raisons techniques assez impératives, il faut que nous nous arrêtions un petit peu exceptionnellement vers 8h moins 20. Donc, la parole est à vous. Bien, bonsoir. Vous avez bien voulu évoquer la moindre prégnance de la colonisation française que celle anglaise, un peu limitée géographiquement sur ce qu'on a appelé les 13 colonies. Est-ce qu'il y a des exemples d'interaction entre ces deux présences, j'allais dire coloniales, via une versatilité des peuples indiens qui s'alliaient avec les Français, s'alliaient avec les Anglais, et ce que cela a pu donner. Merci. Tout à fait. Disons que l'espoir de chaque puissance coloniale, c'était de s'affilier en quelque sorte le plus de nations amérindiennes, puisque les Français l'ont compris peut-être davantage que les Britanniques, mais les Britanniques ont également compris d'ailleurs ils ont payé une note très lourde lors des premiers combats de la guerre de 7 ans, où certains officiels venus de Londres, militaires, refusent de combattre avec des Amérindiens, ou en tout cas ne s'y intéressent guère, ou ne voient pas cette importance. Et quand Bougainville, lui, à la même époque, arrive au Canada, il est très très frustré de devoir combattre avec des Amérindiens à ses côtés, parce qu'il les appelle des moustiques, au sens où ce sont, comme je disais tout à l'heure, pas des soldats obéissants, mais en même temps, ils sont absolument indispensables parce que c'est une force d'appoint. Dans la guérilla, ce sont des combattants exceptionnels. Et donc les Britanniques le comprennent également. Et
faut savoir que dans toutes les 13 colonies, il y a des alliances également qui se sont mises en place entre les Anglais, les Britanniques de façon générale et les Amérindiens, par exemple dans la région de la Caroline. Et les Chickasha dont je parlais tout à l'heure, lorsque les Français arrivent en 1699 et puis les premières années du XVIIIe siècle, ils essaient de s'allier avec tous ces groupes, et en particulier, ils essaient de s'allier notamment avec les Chickasha, parce qu'ils constatent qu'il y a des Britanniques il y a quelques traiteurs de fourrure britanniques qui sont implantés là, et ils pensent que la meilleure façon de s'opposer aux Britanniques, parce qu'il y a une concurrence entre la Caroline et la Louisiane pour contrôler tout cet espace, c'est de faire alliance avec les Chickasha, ce qu'ils ne vont pas véritablement réussir à faire, mais ils vont quand même s'allier avec d'autres groupes puissants de la région. Donc, effectivement, on pourrait multiplier les exemples. Par exemple, les Iroquois. Les Français, à plusieurs reprises, même si on garde l'image des Iroquois comme des ennemis de la Nouvelle-France, à plusieurs reprises, les Iroquois ont été en paix, voire ont été alliés aux Français. Et puis, par ailleurs, il y a des zones un petit peu interstitielles entre les colonies, des zones un petit peu fluides, où des individus, soit d'origine britannique, soit d'origine française, passent un petit peu d'un empire à l'autre. Par exemple, on trouve des coureurs de bois français qui se rendent à Charleston, en Caroline, pour donner des informations aux Britanniques, et puis qui sont appelés des renégats par les administrateurs français. Et donc, il y a beaucoup de fluidité dans ces zones frontières très poreuses, également pour les acteurs français ou britanniques. Est-ce qu'on a des exemples d'Amérindiens qui ont été transportés en France Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Est-ce qu'on connaît même leur réaction? Le Huron de... Il y a eu en effet beaucoup d'Amérindiens qui ont traversé l'Atlantique pour se rendre en France, dans des conditions très, très variables, puisque ça pouvait être des Amérindiens qui ont été contraints et forcés de traverser l'Atlantique. Par exemple, Jacques Cartier, quand il est arrivé en 1535 dans le golfe du Saint-Laurent, il a rencontré des Iroquois, et il en a kidnappé un certain nombre lors de son deuxième voyage également. Il voulait les ramener en France pour qu'ils apprennent la langue française et qu'ils servent ensuite d'interprètes. Donc il y a des individus qui ont été amenés de force. Également, parfois, je vous parlais tout à l'heure des renards contre lesquels les Français ont eu une longue guerre au XVIIIe siècle. Il y a certains prisonniers qui ont été envoyés comme esclaves dans les plantations à Saint-Domingue, mais il y a d'autres également qui ont été envoyés en prison. Il y en a un, par exemple, qui s'appelait Koulipa, qui était un chef de guerre renard, et qui est mort à Rochefort en 1732 en prison, et qui était destiné aux galères. Il y a également des Iroquois, puisque les Français ont été en guerre avec les Iroquois dans les années 1680, par exemple. Et il y a une cinquantaine d'Iroquois, une quarantaine, je ne sais plus exactement, qui ont été envoyés aux galères à Marseille. Et lorsque Frontenac est revenu lors de son second mandat en 1689, il est revenu avec les 13 rescapés parce qu'il voulait réinitier des relations diplomatiques avec les Iroquois. Mais par ailleurs, il y a également des Amérindiens qui traversent volontairement l'Atlantique pour se rendre, par exemple, à la cour du roi. Alors là, on leur fait un petit peu le tour de la maison, en quelque sorte. Donc, ils visitent Saint-Germain, Versailles, on les amène à l'Opéra à Paris, etc. Et puis, les réactions les plus fréquentes, c'est qu'ils sont à la fois impressionnés par le monde, au sens où il y a beaucoup de monde dans les villes, à Paris, par exemple, qu'ils fréquentent. Et puis, ils sont choqués par les différences sociales, en fait, essentiellement, parce que en fait, toutes ces sociétés sont des sociétés relativement égalitaires où il y a une tradition de partage importante, de fait qu'il n'y a pas de laisser pour compte. Et lorsqu'ils voient des vagabonds ou des mendiants dans les rues de Paris, c'est quelque chose qui les frappe et qui les choque énormément. Question là-bas? Oui, merci pour votre brillante intervention et très intéressante. Vous avez parlé en début d'intervention de clin d'œil à Lévi-Strauss.
Je suppose que ce sont les travaux sur les structures élémentaires de la parenté et en particulier la manière dont se fabriquent les alliances. Mais est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, nous dire un petit peu plus? Merci. Oui, donc les clins d'œil à Lévi-Strauss, en fait, c'est parce que, d'une part, le structuralisme est un petit peu tombé dans l'oubli, n'est plus du tout à la mode depuis 20 ou 30 ans. Donc, moi, je trouve utile d'en parler un peu. D'autre part, parce que, bon, c'est son centenaire cette année, comme vous le savez peut-être. Et puis, si on veut comprendre, comme j'ai essayé de le montrer dans la deuxième partie, les comportements amérindiens, il faut essayer d'avoir, d'ailleurs même le comportement de Frontenac que j'ai essayé de décrypter tout à l'heure, même si ce sont des hypothèses, hein, c'est pas, il faut avoir une perspective anthropologique, et donc il faut faire appel aux travaux des anthropologues, soit parce qu'ils ont fait du terrain et ils ont rencontré des Amérindiens ou des descendants d'Amérindiens qui encore sont habités par certaines traditions, ou soit parce que les anthropologues, de mon point de vue, moi je suis historien de formation, mais ont parfois des intuitions d'analyse, de compréhension des sociétés autres qui m'intéressent, et en particulier Lévi-Strauss. Alors, plus que les structures élémentaires de la parenté, je faisais référence, par exemple, quand je parlais des mythes, à la deuxième partie de son œuvre, c'est-à-dire les mythologiques, où il compare les mythes amérindiens d'un bout à l'autre des deux continents américains. Et il essaye de voir, justement, en étudiant ces mythes, un mythe, par exemple, de la région des Grands Lacs et un mythe de la région d'Amazonie, comment, en fait, il y a des structures, des motifs narratifs qui se retrouvent d'un bout à l'autre du continent, et comment, en quelque sorte, l'Amérique forme une sorte d'aire culturelle à elle seule. Alors, pour ce qui est de la parenté, effectivement, les Amérindiens ne conçoivent pas de relations sociales ou même diplomatiques sans l'établissement préalable de relations de parenté. Et par exemple, lorsque des groupes, lorsque des visiteurs français arrivent dans un village, il y a toutes sortes de rituels d'hospitalité, culinaires par exemple, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais qui renvoient en fait, ou alors des rituels du calumet également, plus connus, qui pouvaient durer 3 jours. On fumait le calumet, on dansait, mais ce que les Français ne comprenaient pas toujours au départ, c'est qu'en fait c'était des cérémonies véritablement d'adoption. Et les traiteurs de fourrure qui se rendaient chez les Amérindiens et qui allaient donc faire la traite avec eux, ne pouvaient pas le faire sans, au préalable, avoir été adoptés, sans être parents. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup, mais en marge de la politique de mariage mixte des autorités officielles, parce que ces coureurs de bois se mariaient avec des Amérindiennes, mais en dehors du cadre sacramentel, donc ce n'étaient pas les mariages tels que l'espérait l'Église et la monarchie, mais il y avait donc des mariages qu'on appelait à la façon du pays, c'est-à-dire selon la tradition amérindienne du groupe dans lequel le coureur de bois en question s'installait temporairement ou plus longuement, et donc c'est à l'origine du métissage que j'évoquais également. D'autres questions? Oui. Bonsoir. Sur cette question-là, est-ce qu'il y a un lien entre un éventuel projet de colonie de peuplement et cette politique matrimoniale? Est-ce qu'on cherche à marier les colons avec des Amérindiennes pour fonder une colonie de peuplement, ou parce que justement on n'espère pas en fonder une, comme les Britanniques qui font venir les Britanniques dans leur colonie, et donc n'éprouvent pas le besoin peut-être de cette politique matrimoniale et de mariage mixte? En fait, la politique de mariage mixte, elle a essentiellement un double objectif, c'est franciser les Amérindiens et d'autre part favoriser le peuplement de la colonie. Dans les années 1660-70, quand Louis XIV reprend en main la colonie calindienne, il va mettre en place une politique de peuplement. Par exemple, il va faire venir ce qu'on appelle les filles du roi, qui sont des orphelines à marier, et qui effectivement ont fortement contribué au peuplement colonial du Canada, mais en même temps il ne va pas abandonner, donc il veut créer un noyau de peuplement dans la vallée du Saint-Laurent, parce que c'est aussi une façon de consolider d'un point de vue géopolitique la présence française face à la menace éventuelle des Britanniques. Il faut peupler au minimum cette région-là.
Et puis, parallèlement, il va reprendre la politique donc, de mariage mixte en, par exemple, donnant ce qu'on appelait le présent du roi à toute Amérindienne qui accepte de se marier avec un Français. Mais en fait, cette politique ne va pas vraiment fonctionner, mais elle s'inscrit en effet dans un objectif, entre autres, de peuplement. Est-ce qu'il y a une différence entre le Québec, la vallée du Saint-Laurent, et le reste de la Nouvelle-France? Parce que vous avez décrit quand même une coexistence relativement pacifique, parce que justement elle est légère, parce que c'est des coureurs de bois, c'est des comptoirs, ça circule, mais il n'y a pas de projet de colonisation agraire forte dans les grandes plaines ou en basse. Alors, il y a deux... donc, il y a effectivement la vallée du Saint-Laurent, où il y a une activité agricole. Il y a également une tentative de colonisation qui balbutie un peu au cours du XVIIIe siècle à Détroit. On en voit quelques colons agriculteurs, mais en fait l'activité principale c'est la traite des fourrures. Et puis là, dans ce qu'on appelle le pays des Illinois, il y a 6 villages qui sont créés progressivement dans la première moitié du XVIIIe siècle, où là on trouve des agriculteurs français. On cultive le blé. C'est déjà à l'époque, encore aujourd'hui aux États-Unis, mais c'est déjà le grenier à blé en l'occurrence des colons qui vivent à la Nouvelle-Orléans. Et à la Nouvelle-Orléans, il y a les plantations d'indigo, par exemple, de tabac, etc. Bon, ce que je n'ai pas évoqué parce que ce n'était pas le sujet, mais il y a dans cette composante, dans cette diversité ethnique de l'Amérique franco-indienne, il y a une composante que je n'ai pas évoquée, ce sont les esclaves noirs qui travaillent dans les plantations ici. On en trouve également dans le pays des Illinois. On en trouve plus rarement dans la vallée du Saint-Laurent, mais ils contribuent également d'une certaine façon au peuplement. On les fait venir surtout autour de 1720 pour travailler dans les plantations. Donc cette région, il y a une présence coloniale assez importante. Mais sinon, tout cet espace à l'intérieur du continent, c'est vraiment très superficiel. C'est une présence de quelques centaines d'individus. En gros, un poste, il y a peut-être parfois un missionnaire, et pas toujours. Il y a un officier, capitaine des troupes de la marine, avec 10, 12, 15 soldats. Et puis, il y a des traiteurs de fourrure qui circulent, qui vont dans le poste et puis qui repartent. Donc, c'est très superficiel. Question, oui. Là-bas. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la taille de la population autochtone à pareille époque, et respectivement de la population d'origine européenne? Alors, les autochtones, au moment du contact, c'est-à-dire en 1492, lorsque Christophe Colomb arrive dans les Antilles, on considère, en fait ce sont des estimations, puisqu'on n'a aucune certitude sur les chiffres, mais les estimations donnent au nord du Rio Grande, donc pour l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada actuels, on peut considérer qu'il y a à peu près 7 millions d'Amérindiens. Bon, certains ethno-historiens disent 2 millions, d'autres vont jusqu'à 12 voire 18 millions. Bon, c'est autour de chiffres moyens, on va dire 7 millions, avec des régions plus ou moins peuplées, mais voilà le chiffre global. Pour ce qui est des colons, donc pour tout ce qui est de la Nouvelle-France, ils étaient 90 000, en tout cas à la fin du régime français en 1760, dont 90% concentrés dans cette région. Donc encore une fois, quelques centaines dans tout cet espace, et puis autour de 5000 dans cette région. Donc évidemment, pour ce qui est de l'Amérique française, savoir exactement combien il y avait d'Amérindiens dans cet espace à la fin du régime français, c'est très difficile à dire, mais ça pouvait être autour de peut-être 200, 300 000. Et ce sont vraiment des estimations, parce que bon, ce qu'il faut savoir également, c'est que dès les premiers contacts, les Amérindiens qui n'étaient pas immunisés face aux maladies que pouvaient avoir les Européens, donc sont un petit peu tombés comme des mouches, et il y a eu une dépopulation catastrophique de tous ces espaces dès les premiers contacts. On peut considérer qu'au bout de 10 ans, chaque groupe amérindien, en moyenne, a vu sa population fondre de 90%. Donc il faut imaginer le choc qu'a pu constituer pour les Amérindiens l'arrivée de ces Européens. Par exemple, les Hurons
qui étaient à peu près 30 ou 35 000 au début du XVIIe siècle, rapidement vont voir leur population fondre à quelques milliers. Et d'ailleurs, les Hurons vont disparaître en tant que groupe autonome. En tout cas, la Huronie historique, qui était un groupe, les Hurons étaient un groupe très puissant. À cause des épidémies, à cause des guerres contre les Iroquois, les Hurons vont disparaître dans cette région. Certains vont se réfugier auprès des Outaouais, d'autres vont être absorbés et adoptés par les Iroquois. Beaucoup vont mourir également. Et puis, d'autres vont se réfugier près de Québec. Et encore aujourd'hui, si vous visitez Québec, vous allez à Wendake, qui est une réserve huronne dans la banlieue de Québec, où vous rencontrerez ces Amérindiens, qui ne ressemblent d'ailleurs pas beaucoup aux Amérindiens des westerns tels qu'on les imagine, parce que à cause du métissage très très fort qu'il y a eu dans cette région, parce que ces Amérindiens adoptaient par exemple des captifs de guerre qui venaient des 13 colonies, puis il y a eu du métissage avec les Français, donc avec des captifs britanniques, de sorte que phénotypiquement, ils ressemblent pas du tout aux Amérindiens tels qu'on les imagine. Et d'ailleurs, ils font souvent, les touristes français, parce qu'il y a beaucoup de touristes français qui vont là-bas, sont souvent très déçus. Et ils font venir des Inuits, des montagnais, parce qu'eux, ils ont plus le phénotype, pour appâter le client français, pour qu'il soit plus satisfait de sa visite. Je crois qu'il y avait une question aussi. Oui. Ce sera peut-être quasiment la dernière. Oui. Bonjour. Alors, vous avez dit que, on peut voir qu'il y avait une certaine contradiction dans la politique de colonisation française. D'une part, on voudrait contrôler un immense territoire, et d'autre part, il y a une politique de peuplement qui est assez réduite et qui est assez inefficace, notamment face aux colonies anglaises. Donc quelque part, est-ce qu'on ne peut pas se demander si l'expansion française, en dehors de la vallée du Saint-Laurent, n'est pas quelque part une colonisation, une expansion à rebours, dirigée presque là pour endiguer uniquement l'expansion anglaise? Mais tout à fait. En fait, parmi les autorités coloniales, l'expansion de la Nouvelle-France, donc à l'échelle continentale, en particulier donc dans la région des Grands Lacs, à partir des années 1660-70, c'est quelque chose qui fait pas du tout l'objet d'un consensus. Les autorités métropolitaines, d'ailleurs, ne cessent de dire qu'il faut concentrer la colonisation entre Québec et Montréal et éviter ce qu'ils appellent la maladie de la dispersion, et la dispersion des forces vives françaises dans ces immensités, d'autant que les individus qui s'y rendaient étaient qualifiés de façon péjorative, donc de coureurs de bois, qui s'adonnaient au libertinage avec les Amérindiennes, qui de fait devenaient des nomades plutôt que de rester comme pieux agriculteurs dans la vallée du Saint-Laurent. Donc il y a eu beaucoup de dissensions au sein des autorités coloniales, parce qu'en même temps, l'intérêt, effectivement, comme vous le dites très bien, de cette expansion, c'est de se lier aux Amérindiens, de créer des liens d'alliance avec les politiques et militaires avec les Amérindiens, et de fait, surtout quand la Louisiane va être fondée, au XVIIIe siècle, d'encercler véritablement les colonies britanniques. Et quand on lit les sources britanniques, on s'aperçoit que les Britanniques ont une peur énorme des Français, parce que effectivement ils sont encerclés par les Français, et que les Français sont alliés avec de multiples nations amérindiennes. Donc encore aujourd'hui, on pourrait avoir un débat, même s'il est un peu stérile, de savoir si les Français étaient restés concentrés dans cette région, est-ce que la Nouvelle-France aurait survécu? S'il fallait donner une réponse, je dirais que, même si évidemment on ne sait pas ce qui se serait passé, mais que sans les alliances des Indiens des pays d'en haut, probablement que la Nouvelle-France n'aurait pas pu tenir aussi longtemps face aux Britanniques. Parce que même durant, encore une fois, les premiers combats de la guerre de 7 ans, les victoires qui ont lieu dans la vallée de l'Ohio en 1755, ou à William Henry, que j'évoquais tout à l'heure, en 1757, c'est en partie, en tout cas, grâce aux Autochtones. Bon, alors je suis désolé, mais par suite de contraintes qui sont liées à la mobilité du conférencier, même s'il ne repart pas dans la vallée du Saguenay,
on va être obligé de s'arrêter là. Je vous remercie et je le remercie encore parce que c'était vraiment extrêmement intéressant. Merci.